Longtemps, les femmes se sont battues pour avoir le droit de disposer de leur corps et de choisir leur moment pour porter un enfant. Mais il y a un choix qui semble toujours avoir du mal à passer, celui de ne pas avoir d'enfant du tout. Comme si sans enfant, une femme ne pouvait pas tout à fait réussir sa vie. Comme si la contraception ne pouvait être qu'une option temporaire et réversible. Comme s'il n'était pas acceptable d'adapter son corps à ce choix de vie. Anne n'a jamais voulu être mère. Petite, elle n'aimait même pas jouer à la poupée. Adulte, elle a trouvé un compagnon qui respectait ce choix. Mais un jour, sa route a croisé celle de Calypso. Vous écoutez le 125e épisode de Transfert, produit et réalisé par Slate.fr. Une histoire racontée au micro d'Hélène Pagési. À l'âge de 18 ans, je pars à Londres. Je suis vraiment dans une énergie nouvelle de liberté et d'indépendance. Je rencontre du coup mon conjoint d'aujourd'hui encore. Et du coup, on vit à fond pendant 1 an et demi à Londres. Et ensuite, on déménage un petit peu de partout. On vit à Mâcon. Et à Mâcon, on a une vie un peu... on est dans la vingtaine, dans le début de la vingtaine. Et on se rend compte qu'en fait, on est dans une ville de trentenaires avec des gosses qui vont à l'école. On n'arrive pas à se faire une vie sociale et c'est vraiment une des choses qui fait qu'on part. Et avec lui, il a jamais été question mais jamais, d'avoir un enfant à la maison. En fait, je fais partie des petites filles qui ont joué à la poupée quand elles étaient toutes petites, mais très rapidement, j'ai compris que c'était pas vraiment hyper drôle de s'occuper d'un bébé qui pleure. Donc je suis passée plutôt en mode aventurière et à bouger de partout, à pas juste rester dans ma chambre et pouponner en fait. Ça a jamais été quelque chose qui m'attirait. J'ai un petit frère et une petite sœur et du coup je les ai jamais... bon, je suis petite quand ils arrivent, mais j'ai pas de souvenir de me dire tiens c'est sympa, c'est cool, c'est mignon. Non, j'ai pas vraiment cette chose-là. Elle est jamais arrivée dans ma vie. Et après, quand je suis adolescente, c'est une blague avec mes petits copains de l'époque. On sourit en se disant tiens, si on avait des enfants, qu'est-ce qu'on ferait, comment on les appellerait, et machin. Mais c'est tout, c'est quelque chose, c'est un sujet qui reste quand même très loin de moi. Et d'ailleurs, quand je commence à exprimer que moi j'aurais pas d'enfant et que ça fera pas partie de ma vie, tout de suite les adultes qui m'entourent m'expliquent à quel point je ne peux pas savoir, je suis trop jeune et de toute manière les femmes ont des enfants. Donc du coup, il y a vraiment cette chose-là où je l'intériorise et je me dis de toute manière je ferai ce que je veux, mais je sais pas encore à ce moment-là quelles sont les possibilités pour les femmes de ne pas porter d'enfants. La problématique, c'est vraiment la contraception à ce moment-là parce que moi, je prends la pilule depuis que j'attaque ma vie sexuelle. Pour moi, ça commence à être lourd. Je suis pas très sérieuse dans la prise de ma pilule, donc en fait, je prends des risques inutiles. Il en est hyper conscient aussi et lui, il est inquiet de ça. Moi, ma plus grande peur, c'est de tomber enceinte et de me faire avorter parce qu'en fait, dans tous les cas, je sais que c'est pas une option. Et donc, à ce moment-là, on commence à discuter. Lui, depuis toujours, il me dit oui, tu sais, s'il y avait la pilule pour les garçons, je la prendrais parce que du coup, il est vachement plus sérieux que moi. Donc, et à ce moment-là, moi, je commence à me dire tiens, j'aimerais bien en fait me décharger de ça. Très vite, il a proposé d'arrêter la pilule et de lui repasser au préservatif, sachant que du coup, ça fait déjà un moment qu'on est ensemble, qu'on fonctionne sans. Donc, se repasser à ce système-là. C'est pas l'idéal, mais on le fait quand même. Du coup, on n'est pas non plus hyper sérieux là-dessus. Et je me renseigne donc pour les alternatives plus permanentes et plus sécurisées, qui me paraissent plus sécures pour moi. Et c'est compliqué de trouver des réponses à ce moment-là. J'essaye de chercher sur des forums, d'écouter un petit peu ce que les femmes disent, mais les femmes parlent pas entre elles de ce genre de choses, donc c'est complexe. Et en fait, un jour, je tombe sur un article sur Internet qui parle de la ligature des trompes. Ma mère a eu un cancer de l'utérus, donc elle s'est toute fait enlever. Et c'était quelque chose, je pense que je lui avais posé la question de est-ce que c'est possible de se faire enlever, et elle m'avait répondu non, pas du tout. Quand je lis cet article, je me rends compte qu'il y a une option pour moi qui va être beaucoup plus libératrice. Donc je commence à me renseigner et je suis assez surprise en fait quand je lis cet article parce qu'il y a aussi cette information
La ligature des trompes, c'est un système de contraception qui est hyper démocratisé en Amérique du Sud, même en Espagne. Hein. Et c'est quelque chose dont on parle aux jeunes femmes très tôt. Dans les options, avec un rendez-vous gynéco lambda, nous, on nous raconte les pilules. Elle, ça fait vraiment partie de l'histoire du suivi gynéco. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, il y a une graine qui est plantée dans mon cerveau. J'ai vu des médecins chaque année pour un suivi normal de gynéco. Et donc à chaque rendez-vous, quand j'en parlais comme ça, à l'air de rien, en fait, je prenais un vent jusqu'à ce que, j'ai 26 ans et du coup, je me renseigne. J'ai une amie qui a eu un enfant qui veut tout se faire enlever parce qu'elle a l'endométriose. Et elle me parle d'un groupe sur Facebook des femmes qui ne veulent pas d'enfants, des child free. Et quand je tombe sur ce groupe, je me rends compte que oui, il y a des options et c'est pas parce que j'ai 26 ans que j'y aurai pas droit. Faut juste que je trouve la bonne personne. Et à partir de ce moment-là, je décide vraiment de trouver la bonne personne. Je veux plus galérer, je veux plus m'entendre dire que le choix que je vais faire, il est regrettable, que je suis trop jeune et que je peux pas faire un choix comme celui-ci parce que décidément, je suis une jeune femme. Sur ce groupe-là, il y a une liste des médecins qui pratiquent cette opération. Ils n'ont pas l'obligation d'accepter, mais ils ont l'obligation de nous orienter vers les personnes qui le feront. Donc déjà, on rentre dans une bulle de professionnels qui sont à l'écoute du besoin de la patiente. Moi, sur cette liste, je trouve une gynéco sur Lyon qui pratique cette opération. Sur les femmes nullipares, qui n'ont pas porté d'enfant, donc, premier rendez-vous très court, concis, froid. Elle m'explique tous les risques de cette opération, le pour, le contre. Elle veut pas savoir qui je suis, elle veut pas connaître mon histoire. À ce moment-là, vraiment, elle est là juste pour m'annoncer la couleur de ce type de décision, juste sur le côté pratique de l'opération. Donc je ressors de là, je suis un peu sonnée, je me dis ouf. En fait, est-ce que je suis prête à prendre le risque ? Il y a quand même du gaz qui est mis dans l'utérus, il y a quand même 3 trous qui sont faits dans le ventre. La législation impose 4 mois de réflexion, donc j'ai 4 mois. Et au bout de 4 mois, si je décide de faire l'opération, le rendez-vous peut être pris dans les semaines qui arrivent. L'histoire de notre couple, elle est aussi fabriquée avec l'histoire de sa petite demi-sœur qui est arrivée 1 an et demi après notre rencontre. Elle naît, elle est là, tout est ok, on la rencontre le jour de sa naissance. Pour moi, ce jour-là, c'est vraiment une rencontre, je sens qu'il se passe quelque chose de particulier. J'ai rencontré d'autres enfants dans ma vie, mais avec ce bébé-là, il y a vraiment une rencontre qui se fait. Mais j'y porte pas plus attention, je lui donne beaucoup d'attention quand on se voit, mais c'est très irrégulier. Et en fait, 8 mois après sa naissance, son papa décède, le beau-père de mon conjoint. Et depuis, sa maman, en fait, elle vit une dépression lourde, nostalgique, et elle peut pas s'occuper de cette petite fille correctement parce qu'elle a un deuil à faire, parce que tout est compliqué. Donc plusieurs fois dans notre vie avec mon conjoint, on récupère Calypso. La première fois où on la récupère, on a 20 ans tout mouillé. Moi, je suis responsable de magasin, donc je suis commerçante, je travaille de 10h à 19h et j'ai pas le choix. Mon conjoint, lui, il s'est lancé dans une start-up, donc il est à la maison, mais il a besoin de temps pour travailler. Un enfant, ça demande beaucoup d'énergie. Donc on trouve une nounou. Et en fait, Calypso, elle marchait déjà quand elle est arrivée, mais là, elle prend de l'assurance, elle goûte les premiers aliments, les vraies choses. Et nous, on est là et on se la joue par an, quoi. En fait, on va la coucher, puis après, on s'ouvre une bouteille et on est là, on se dit, ouais, ok, on a fait la journée, elle dort. Et puis, en fait, on a trouvé notre rythme aussi. Moi, je rentrais du travail, elle avait quasiment fini de manger, elle était prête à aller au lit, donc c'était à mon tour de l'emmener se coucher, lui raconter une histoire, la bercer s'il y avait besoin. Il y a un côté, il y a des moments où on rigole parce qu'en fait, lui changer sa couche au début, c'est l'enfer. Alors lui, il a eu 4 petites sœurs, c'est la 4e, donc il a l'habitude, mais moi, non. Et mon frère et ma sœur, ils étaient petits, mais je m'en suis pas occupée. Pour moi, ça, c'était pas drôle, quoi. Et à la fois, j'adorais la papouiller, lui donner de la tendresse, parce qu'en fait, on croit souvent que les femmes qui veulent pas porter d'enfants, elles aiment pas les enfants. Alors il y en a qui aiment pas les enfants, elles ont le droit, mais il y en a d'autres qui aiment les enfants mais qui veulent juste pas en apporter en plus. Et moi, cette petite, vraiment, les choses, elles se sont toujours faites hyper naturellement. En plus, c'est une enfant qui est hyper douce, hyper calme. Depuis le début, de toute manière, elle est obligée de s'adapter à tout ce qui lui arrive, donc elle s'adapte à tout, et tout lui convient.
Elle va être très vivante, joueuse, rigolote, à chanter, à danser. Voilà, il y a des moments de vie qu'on a en photo qui vraiment nous renvoient à cette période avec mon conjoint qui sont waouh. Si on envoyait une photo comme ça aujourd'hui sur Instagram, les gens pourraient pas savoir que c'est pas notre enfant en fait. On lui a jamais menti. On lui a toujours dit que on était là, on serait toujours là, la porte serait toujours ouverte. Que quand maman elle ira mieux, elle retournerait avec maman. Que moi j'étais sa marraine, je suis sa marraine. Yo-Yo c'est son grand frère. Maintenant les choses elles se font que je crois qu'on a trouvé notre équilibre et que on forme une famille. C'est pas une famille normale, mais qu'est-ce qui est normal aujourd'hui? Et l'important, c'est qu'en fait, on soit heureux dans notre cocon à nous et que ça fonctionne pour elle et qu'elle ait un espace de sécurité pour pouvoir se lancer dans la vie, parce que le début a été complexe, mais maintenant, elle a toutes les bases pour y aller, quoi. La première fois où on la récupère pour le temps de l'hospitalisation de ma belle-mère, pour qu'elle puisse prendre du temps pour elle et être encadrée correctement pour se faire suivre. Donc on sait que ça va pas durer. Et ça nous va bien parce qu'on a d'autres projets. On projette de s'installer dans une plus grande ville, moi de trouver un autre travail. Donc on sait que ça va se terminer. Quand on la dépose, je me souviens que je suis en colère, mais je sais pas d'où vient cette colère. C'est vraiment quelque chose de primaire. Et puis je la vois sauter dans les bras de sa mère et du coup, en fait, pardon. On la ramène à sa mère. Effectivement, elle est heureuse de la retrouver et c'est chouette. Et finalement, on est très heureux de se retrouver tous les deux aussi et de pouvoir nous avancer dans nos projets. On sait qu'on va venir s'installer à Paris. Mon conjoint, il est vraiment en train de se lancer, donc il y a la vie entrepreneuriale. On a 25 ans, là, on arrive à passer ce cap. On arrive à Paris, on fait un petit peu notre vie. Et puis finalement, ça nous convient pas et on part s'installer à la montagne pour faire les saisons. Et moi, j'ai une super opportunité professionnelle, du coup, qui me prend beaucoup de temps, dans lequel je m'investis à 300%, que j'adore. J'adore vivre dans la nature. Enfin, le projet correspond à mes idéaux environnementaux. Toutes ces choses fonctionnent hyper bien. Et puis pour mon anniversaire, Calypso m'appelle. Et moi, je lui dis, tiens, tu fais quoi pour les vacances de février? Elle me dit, enfin, je viens chez vous. Et je lui dis, oui, ok, d'accord, pas de problème, je vois ça avec ton frère, je raccroche. Moi, à savoir, les vacances de février, pour moi, à ce moment-là, c'est le rush absolu, c'est pire que les soldes, en fait, donc j'ai pas le temps. Mais hors de question de décevoir ma petite filleule, en fait, donc du coup, ok, on s'organise. Donc Yann va la chercher, elle arrive, elle s'installe, elle adore la montagne, toutes ces choses-là. Et en fait, au milieu des vacances, ma belle-mère fait une rechute dans sa dépression. Et là, il faut qu'on récupère Cali, mais pour de vrai, quoi. Faut l'inscrire à l'école. On parle d'une petite fille de 6 ans qui, du coup, venait juste pour les vacances, en plein hiver, à la montagne. Enfin, le cadre change, éclate complètement. Et du coup, il faut qu'on aille chercher ses valises et qu'on l'installe avec nous. Donc le lendemain, on a rendez-vous devant la directrice de l'école, donc la chose sur laquelle on n'aurait jamais misé une pièce, où on lui explique cette situation un peu bizarre qui en plus n'est pas légale dans le sens rien n'est inscrit nulle part. Donc il faut vraiment prendre le temps de choisir les bons mots pour expliquer la situation avant de pouvoir juste dire oui, moi je m'occupe de ma filleule, c'est comme ça. Et puis à ce moment-là, vraiment, il arrive quelque chose à Cali. On n'a pas le droit de prendre de décision et ma belle-mère n'est pas en état d'en prendre non plus, donc on est bloqué. Donc vraiment, il faut vraiment qu'on mette tout le monde de notre côté pour cette histoire. Et donc là, on s'installe à la montagne, en fait, tous les trois. On récupère le chat. C'est génial. Tout se passe hyper bien. La saison se termine tranquillement. La neige fond. On organise un voyage en Grèce tous les trois. On part en vacances. Et là, on sent que ça commence à tourner. Ma belle-mère sort de l'hôpital. Elle s'installe ou elle est déjà installée avec quelqu'un, je me souviens plus exactement. Et en fait, quand on rentre de Grèce, on sait que ça va se terminer. Et comme on n'a pas eu le temps de mettre en place on a rencontré une avocate, mais qui nous a expliqué que les démarches seraient longues, seraient dures, qu'il vaut mieux faire ça à l'amiable. Du coup, c'est un juge des tutelles, un juge des affaires familiales, enfin, très lourd. On n'a pas eu le temps de mettre tout ça en place. Et du coup, en fait, il y a un matin en juillet où ma belle-mère vient chercher sa fille, quoi. Et là, c'est la fêlure absolue parce que
on avait vraiment créé quelque chose de chouette. Et du coup, c'est vrai que c'est à ce moment-là, je pense que moi j'avais avancé dans ma décision pour me faire ligaturer les trompes et je trouvais que c'était assez sain parce que on crée notre espace familial, on crée notre cocon. On se sent bien à la maison, à la montagne, tous les trois. Et là, il faut qu'on la rende à sa mère, en fait. Mais on sait, encore une fois, on la laisse partir, mais on sait qu'elle va revenir. Mais on sait pas dans quel état, on sait pas quand, on n'est pas là pour surveiller ce qui se passe chez elle, on peut pas, elle habite en Auvergne, donc c'est loin. Et à ce moment-là, en fait, avec mon compagnon, on réagit pas du tout de la même manière, c'est-à-dire que moi, je suis pas capable de lui dire au revoir, je pars au travail. Et je laisse Yohan s'occuper de tout, en fait. Et je veux pas voir ma belle-mère, je veux pas voir Kelly parce que je vais m'effondrer. Donc je pars au travail et le soir je rentre et c'est vide. Et du coup, ce jour-là, on a bu une bière comme on avait l'habitude de boire sur la place du village. On avait l'habitude de le faire avec Kelly qui connaissait bien l'endroit. Et quand on est rentré un petit peu joyeux, un petit peu éméché, donc moi j'ai ce sentiment de vide absolu. Et Yohan, la première chose qu'il dit, c'est pas mal quand même de pas avoir d'enfant. Et c'est vrai, dans un sens, il y a cette chose-là où on se dit, si on a envie de continuer à boire et juste de pas manger, on peut le faire. Si on a envie de vivre ou même de faire l'amour tranquillement, on peut le faire, c'est ok. Alors pour moi, cette phrase-là rencontre un mur en moi, mais là je me dis, mais on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que tous les deux, on veut pas de bébé, mais moi là, en fait, j'ai besoin de créer ma famille. Et cette famille-là, je sens au fond de moi que c'est celle-ci. Et elle sera faite d'intermittence, c'est pas grave, mais ce sera cette famille-là. Et finalement, j'ai besoin d'air, j'ai besoin d'espace, donc en fait, ça a lié à pas mal de choses. Avec Yohan, on se sépare quelques mois. Et quand on se remet ensemble à la période de Noël, en hiver, on sent que le vent tourne de nouveau chez Kelly et que cette fois, il va falloir encore agir dans l'urgence. Moi, je suis en pleine saison, donc de nouveau, pas du tout la bonne période pour moi pouvoir m'investir là-dedans. Donc Yohan gère à 300%. À ce moment-là, on vit séparés, c'est-à-dire que moi, je vis à la montagne et lui, il est installé donc là où on vit aujourd'hui, mais il est en coloc, donc en fait, Kelly revient dans notre vie, mais elle loge chez mes parents le soir et Yohan l'emmène et la ramène de l'école le matin et le soir. Donc c'est tout un équilibre là pendant 3-4 mois, c'est quand même hyper long. Moi, j'ai vraiment hâte d'une chose, c'est que juste la saison se termine pour pouvoir les rejoindre. Et là, on s'installe. Et là, on visite un appart tous les trois. Et là, on sait que cette fois, on va faire les choses bien. On met en place toutes les démarches administratives pour avoir l'autorité parentale partagée avec sa maman. On met en place tout ça à l'amiable avec sa maman parce qu'on n'est pas du tout en conflit avec elle. On s'occupe d'installer sa maman pas trop loin de nous pour pouvoir faire en sorte qu'elle se voie. Donc pareil, on est vraiment dans une démarche hyper saine par rapport à leur relation. Et à ce moment-là, du coup, je me dis, ok, là, cette fois, je suis set-up. Et là, je prends la décision de me faire ligaturer les trompes. Je suis à plus d'1 an de mon premier rendez-vous. Donc, je prends mon 2e rendez-vous avec la gynéco à Lyon. Yohan vient avec moi. Ça dure environ 7 minutes. Avant ça, elle essaye quand même de motiver Yohan pour une vasectomie. Ce à quoi il répond, on n'est pas là pour mon corps, mais bien celui de ma femme. Donc, laissez-la prendre sa décision à elle et je m'occuperai de moi plus tard. Et donc, elle me regarde, elle me dit, ok, on a passé le délai, on prend une date, on passe l'été pour que vous puissiez aller vous baigner tranquille, on fait ça à l'automne. Elle me donne la date, je rencontre 2 semaines plus tard, j'ai rendez-vous avec l'anesthésiste, tout ce qu'il faut, on fait de l'enregistrement et c'est parti quoi. Avant l'opération, j'ai pas eu de crainte particulière. J'étais très sereine avec ma décision. Donc le jour de l'opération, moi j'ai habité à 3/4 d'heure de Lyon en train, donc je dis à Yohan, écoute, je pars toute seule en train et tu viendras me chercher. Donc c'est une opération qui se passe en une journée en ambulatoire et donc j'arrive très tôt le matin à l'hôpital. Je fais mon check-in, je pose mes affaires dans un casier, je suis dans une salle d'attente et je suis hyper sereine. Je suis hyper sereine parce que je me dis, ok, admettons, il t'arrive quelque chose sur la table d'opération, tu pourras rien y faire de toute manière, mais par contre, si t'arrive rien, tu vas être absolument libre.
C'est-à-dire que tu n'auras plus peur de tomber enceinte. Tu n'auras plus à angoisser d'un potentiel avortement. Il n'y aura plus de médicaments comme la pilule à prendre. Plus de déchets de plastique pour les capotes. Et du coup, là, je suis OK. Et je suis dans la salle d'attente et on est plusieurs femmes. Je sais que j'ai la chance d'être sûrement la seule parce qu'au vu du calme qui régnait et de l'angoisse qui sortait de tout le monde, elles étaient pas là pour un truc fun. Et moi, j'étais là et je me disais, j'ai de la chance. Je vais faire une opération qui est gratuite, à laquelle j'ai droit. Et j'ai pris le temps de ma réflexion et là, c'est bon, je suis prête. Donc voilà, on te fait bouger donc de la salle d'attente à une autre salle d'attente, puis ensuite t'arrives dans le bloc opératoire où t'as les infirmières qui sont là et qui s'occupent de toi aux petits soins et tout ça. Elles m'allongent et là elles me disent OK, il y a l'anesthésiste qui arrive et là je me mets à pleurer mais de peur absolue de pas me réveiller, qu'il y a un problème. Je revois la conversation avec la gynéco qui m'expliquait tous les risques avec le gaz dans l'utérus. Et puis hop, je m'endors. Hein. Bon, l'opération se passe de toute manière et je sors donc salle de réveil. Réveil bien violent quand même. On me sort de la salle de réveil et en fait tout de suite je tombe sur Yohan qui venait d'arriver pour venir me chercher et qui est resté avec moi toute la matinée où il y avait besoin d'attendre que les médecins repassent et tout ça. Les points étaient bons. L'opération s'est très bien passée. Ça y est, c'est fait quoi. Il n'y a plus qu'à attendre la cicatrisation de 1 point sur chaque ovaire, enfin sur la peau bien sûr, mais du coup au niveau des ovaires et 1 au niveau du nombril. Et c'est OK. Calypso, on lui dit pas que je vais me faire opérer parce qu'on pense qu'elle a déjà une façon d'appréhender les choses où elle est très inquiète, il me semble, pour les gens qu'elle aime. Donc on voulait pas lui ajouter le stress d'une opération, la laisser partir à l'école et tout ça. On lui a raconté une espèce d'histoire absolument débile. On lui a dit que je faisais un concours de danse, sachant que je ne danse absolument pas, et que j'allais rentrer le soir et que j'allais être pleine de courbatures et qu'il fallait me laisser toute seule dans le lit tranquille, quoi. Donc du coup, quand je rentre, je m'installe dans la chambre, tout se passe OK, et puis elle rentre de l'école et du coup elle vient et je lui explique que voilà, j'ai des courbatures au niveau des abdos, que vraiment c'est hyper important qu'elle approche pas mon ventre, mais que ça va bien, que je me sens bien, je suis contente, voilà. Donc elle est pas dupe, hein. Elle sait que c'est pas ça. On se doute qu'elle sait que c'est pas ça, mais voilà, on veut pas lui en parler maintenant. C'est pas le moment. Moi, je suis pas prête à ça. Je pense qu'elle a pas besoin d'avoir ce genre d'informations tout de suite. Donc, on laisse couler les choses. Et en fait, au fur et à mesure, la vie fait que elle a une de ses sœurs qui attend un bébé. Du coup, elle me demande si moi, je vais porter un bébé un jour parce que il faudrait savoir où est-ce qu'elle se positionne. Et là, à ce moment-là, ça mérite sa réponse, c'est-à-dire que non, là pour l'instant, t'es la première et t'es la seule. Souviens-toi, quand je t'avais dit le concours de danse, en fait, c'était pas vraiment ça, je me suis fait opérer. Et du coup, elle a réagi de façon assez... tu sais, un enfant, tu lui donnes, on lui donne une information comme celle-ci, et il est là, ok, cool. Et juste, on passe à autre chose, quoi. En fait, j'ai pas parlé de cette opération à ma famille, aux adultes de ma famille. J'avais prévenu mon frère et ma sœur parce que c'était important pour moi quand même. J'avais cette angoisse qu'il m'arrive quelque chose sur la table d'opération et je voulais pas que ce soit que Yohan qui gère. Donc j'avais prévenu mon frère et ma sœur qui ont toujours été OK avec mes choix, mes aspirations. Et d'ailleurs le jour où je rentre de l'opération, ma mère déboule. À ce moment-là, on habite à côté et elle déboule en mode oui, je viens vous donner de la soupe ou j'en sais rien. Et là, Yohan, il est en panique, il me dit il y a ta mère, qu'est-ce que je fais, comment je fais? Et je lui dis dis-lui que je dors, je sais pas. Je suis très proche de mes grands-parents et avec mes grands-parents, je sens plusieurs fois que je suis sur le point de leur en parler, au point de me dire mais est-ce que j'en ai déjà parlé ou pas? Est-ce qu'ils le savent? Et puis non, et puis les choses passent, et puis finalement, il y a quelques mois, donc mes parents nous annoncent qu'ils déménagent, et au terme d'une soirée un peu arrosée, on a un ami gay qui a du coup un couple d'amies lesbiennes qui explique qu'en fait, il y en a une qui a porté leur fille, et la deuxième s'est fait ligaturer les trompes, parce que c'était le choix de ce couple-là. Et il commence à parler du désastre absolu, du vide médical autour de ça, de l'accompagnement, des vérités, des pas vérités. Et donc là, en fait, je m'engouffre dans la brèche et je dis non, mais en fait, si on sait où aller, il y a pas besoin de galérer des années. Et du coup, ma mère me regarde et me dit oui, toi, de toute manière, tu vas peut-être nous annoncer la date de l'opération. Et là, je la regarde et je dis en fait, c'est fait. Donc là, mon père, première réaction, on va ouvrir un petit peu de rhum. Chouette.
Et à ce moment-là, je pleure de soulagement parce que du coup, ça reste mes parents et du coup, il y a vraiment cette chose-là de pas les vexer. Moi, je sais que je me suis fait tatouer. Ma mère, elle m'avait toujours dit, mais t'es parfaite comme tu es, t'as pas besoin de t'abîmer, abîme pas ton corps. Mais jamais dans le système de la société, genre t'es parfaite, tu bouges pas, tu prends pas de poids et tout. Non, au contraire, c'est juste le regard d'une mère qui se pose sur sa fille et qui lui dit t'es parfaite comme je t'ai faite, s'il te plaît ne touche à rien, je suis très fière de ça. Et du coup à ce moment-là, elle est émue parce que elle me dit mais en fait j'aurais aimé te tenir la main à ce moment-là parce que je t'aurais jamais jugé sur ça et c'est quand même important et c'est un moment que si t'avais voulu, j'aurais été prête à te tenir la main à ce moment-là. Quand j'explique que moi j'ai fait ce choix-là, il y a les personnes qui me regardent avec envie, qui se disent trop cool, hein, parce que totale liberté. Et puis les personnes qui se disent mais enfin, elle a totalement pété les plombs. Il y a ceux qui me disent oui mais de toute manière tu fais un transfert avec Kali, c'est ta fille en fait donc t'as pas besoin d'en faire. Non, ma décision elle est venue avant que toutes mes vraies décisions, nos vraies décisions par rapport à Calypso, elles se fassent. C'est-à-dire que c'est vraiment mon choix de femme qui est ancré en moi depuis longtemps. Et ce regard des autres là, il me touche plus, il me fait sourire. Et surtout aujourd'hui, une fois que c'est fait, les gens ils se permettent plus de dire ce qu'ils pensent en fait. Donc l'opération, elle a eu lieu en octobre 2019 et je me sens sereine par rapport à ce choix-là parce que je sais au plus profond de moi que je regretterai jamais cette décision. Je pense que c'est vraiment même quelque chose qui m'a aidé à trouver la balance dans ma vie, dans mes choix, dans mon corps et qui aujourd'hui font que je me sens encore plus forte en fait. De savoir que je peux faire des choix comme ceci et d'en être absolument seule responsable. Enfin, moi, ça a été un pas vers la liberté où je me suis dit mais waouh, en fait, on m'avait pas prévenu que j'avais le droit de faire ce que je voulais vraiment. Je souhaite pas porter un bébé pour plusieurs raisons en fait. Déjà il y a l'aspect physique, c'est-à-dire que je suis pas très grande, je suis pas très large. Je me dis qu'un bébé là-dedans ça passe pas et ça détruit tout. Je trouve que s'il y a une chose qu'on dit pas aux femmes, c'est que quand on porte un bébé, le corps change. Il y a le corps qu'on voit, mais il y a le corps à l'intérieur. Après très simplement, j'aime aussi mon corps comme il est. Je me sens bien dans mes pompes et j'avais pas du tout envie d'aller détruire cet équilibre-là. Il y a aussi la partie environnementale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à mes yeux, on est sur une période qui est complexe, où il y a déjà beaucoup de monde. Moi, décider de venir mettre quelqu'un, parce que je trouve quand même que c'est un petit peu quelque chose d'égoïste, mais c'est ma vérité à moi. Moi, aujourd'hui, j'en ai pas besoin. Et en plus de ça, un bébé, ça pollue beaucoup. Voilà, les couches, cette charge-là, moi, j'en veux pas. C'est vraiment un château qui s'est construit au fur et à mesure et qui a validé totalement ce choix-là de se dire non, il y a vraiment plein de raisons qui font que juste t'as pas envie de faire ça. Pour moi, la maternité, c'est pas du tout seulement porter un bébé dans son ventre, c'est vraiment éduquer, donner. Et je trouve que ça c'est vraiment la chose la plus passionnante en fait. Quand tu crois en quelque chose, que apparemment tu dis pas tout à fait n'importe quoi et que tu peux partager cette vérité et cette philosophie-là avec que ce soit un enfant de 3 ans à qui t'apprends à faire le tri ou une petite de 8 ans et demi à qui tu fais de l'humour noir parce que tu sais qu'il faut se forger un petit peu et qu'aujourd'hui elle te regarde en te disant tes blagues elles sont nulles, mais que à côté de ça elle rencontre quelqu'un de nouveau et en fait elle va lui faire une blague pour tester la personne qu'elle a en face, ça veut dire qu'elle a compris la leçon. T'es là et tu fais ouais, ok, cool. Le travail, il avance. Et j'entends totalement qu'il y a des femmes qui n'en veulent pas, du tout, jamais. Et il y a des femmes qui ne peuvent pas. Ça m'empêche pas d'être touchée par ces choses-là. Mais je considère que la maternité n'est pas juste une chose que l'on fait avec son corps. Aujourd'hui, mon foyer, du coup, il est composé de Johan, mon conjoint depuis 10 ans, Calypso, 8 ans et demi, qui est du coup avec nous depuis maintenant quasiment 2 ans à temps plein, et Julie, son chat. Donc en fait, en plein confinement, le jour de l'anniversaire de Calypso, on reçoit la décision du juge qui dit qu'on a l'autorité parentale. Et à ce moment-là, on lui dit, ça y est, regarde, on a le papier. Et là, on a senti ok, c'est bon, cette fois, on peut commencer à y aller. Aujourd'hui, en fait, au niveau de la loi, on a un partage de l'autorité parentale avec la maman de Calypso. Elle peut toujours prendre des décisions pour Calypso. Si on venait à ne pas être
apte. Il s'avère qu'aujourd'hui c'est l'inverse toujours, mais voilà, si aujourd'hui il arrivait quelque chose à Calypso, sa mère ferait partie de la décision médicale par exemple. On essaye de aussi mettre en place un système de personnes tierces pour qu'elles puissent avoir une relation mère-fille en dehors de notre espace à nous, mais pas que toutes les deux. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Le but du jeu, c'est de le faire à l'amiable, mais que ce soit validé par la loi aussi, et donc, ce sont des démarches qui sont assez lourdes et longues. Aujourd'hui, si ma belle-mère, elle venait à aller mieux, elle pourrait effectivement demander à ce que Calypso revienne avec elle. Avant ça, elle a encore du chemin parce qu'il faudrait qu'elle soit bien installée et que tout fonctionne pour Cali. Mais il faudrait qu'on passe par un juge. Donc ce serait vraiment une décision qui viendrait pas juste de nous. Aujourd'hui, elle peut plus juste arriver et sortir sa fille d'un équilibre qu'on lui donne. Elles peuvent se voir, il y a aucun souci. On n'est pas du tout en froid. Au contraire, on travaille main dans la main. Mais elle est pas encore guérie de toutes ses blessures et donc on peut pas pour l'instant la laisser seule avec sa fille, donc définitivement on peut pas juste même la laisser une nuit avec elle, donc il y a encore du temps avant qu'on se pose ces questions. Calypso, elle a 8 ans et demi, il y a un moment en fait aussi où arrivera, s'il y a une démarche comme celle-ci, sa voix elle sera entendue aussi. Alors cette fois, je crois qu'elle va rester avec nous parce qu'en même temps, on la sépare pas de sa mère, on lui laisse avoir aussi toute sa vie. Mais oui, clairement, elle reste avec nous et on le sent, elle a mis 1 an à vraiment se mettre en place, à se sentir assez ok et sécure pour pouvoir relâcher la pression. C'est-à-dire qu'elle a tellement dû s'adapter tout le temps depuis qu'elle est toute petite que arriver de nouveau avec nous, c'était pas un big deal. Mais là, quand elle est arrivée, cette fois, on lui a dit « Écoute, regarde, cette pièce-là, ça va être ta piole. La première chose qu'on va faire dans cet appartement, c'est s'occuper de ça. Chaque chose qui est ici est à toi. Tu es chez toi, chez nous, c'est chez toi. » Et on a mis du temps à vraiment faire en sorte qu'elle puisse déconstruire et relâcher son rempart de « ça va être risqué ». On se prépare à ce qu'elle reparte dans 10 ans, quand elle aura 18 ans, qu'on aura à peine 40, et que du coup, il nous restera encore pas mal de temps pour kiffer. On n'imagine pas vraiment qu'elle retourne au quotidien avec sa maman. On imagine trouver un système de garde pour le week-end, parce que nous aussi, ça nous permettrait de trouver un petit peu de liberté de nous retrouver tous les deux. Mais non, je me prépare pas à ce qu'elle reparte parce que je pense sincèrement que ça n'arrivera pas. Et si ça venait à arriver, ce sera ok parce qu'en fait, on aura eu assez de temps cette fois-là pour construire des bases hyper solides qui auront pas le temps de se casser. Ce sera ancré, ce sera sûr, elle saura toute sa vie que ça m'apporte, celle de son frère, si on est encore ensemble, si on est séparés, peu importe, sera toujours ouvert rien que pour elle, quoi qu'elle arrive. Je crois qu'aujourd'hui, Calypso, elle a plein d'exemples de femmes autour d'elle qui portent des enfants, qui en ont porté, qui n'en porteront pas. Donc je pense qu'elle aura la possibilité, en tous les cas, elle aura la conscience de tout ce qu'elle a le droit de faire. Si elle décide de porter un enfant, je serais ravie d'être un genre de grand-mère. Je serais pas déçue ou je serais pas... voilà, ce sera son choix. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Même mes amis, en fait, le savent que c'est pas parce que j'ai pris cette décision-là que je les juge, et donc encore moins Cali. Je pense que de toute manière, ma façon d'être lui montrera aussi à quel point la liberté qu'on peut avoir quand on n'a pas d'enfant est importante. Et du coup, d'abord de trouver cette liberté avant de pouvoir vouloir en donner une à quelqu'un d'autre, je pense que ça, c'est le plus important d'abord. Là, aujourd'hui, au vu du discours qu'elle peut avoir en tant que petite fille de 8 ans, où elle est amoureuse de tous les mecs de sa classe, elle a sa sœur qui est enceinte, donc du coup, elle dit « Ouais, je vais m'en occuper de ce bébé. » Wow, respire, respire, t'as 8 ans, t'as le temps, ça va arriver. T'auras le temps de te dire « Bah oui, j'en aurai », puis en fait, non, j'en aurai pas, puis de nouveau en dire « Oui, j'en aurai ». On s'en fout en fait, juste step by step. Mais je pense qu'il y a besoin de se projeter pour aussi prendre des décisions et d'avoir toutes les possibilités, tous les champs des possibles ouverts et exprimés pour de vrai par rapport à moi, ma génération. Et c'est hyper important.
Vous venez d'écouter le 125e épisode de Transfert. Cet épisode est signé Hélène Pagési. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septem-Ours et Sarah Koskiewicz avec Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Sable Blanc. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.